Cette émission est un programme d'enseignement destiné aux jeunes scolarisés. Pour leur permettre d'en profiter pleinement, chers parents, merci de tenir éloignés des éléments de distraction, téléphone, télécommande et autres. Il est également recommandé de mettre l'élève dans des conditions propices à l'apprentissage. Avoir un cahier et un crayon à billes à portée de main serait bénéfique. Dans la mesure du possible, la surveillance parentale ou d'un tuteur peut s'avérer nécessaire. Chers téléspectateurs de Canal 2, bonjour. Chers élèves, bonjour. Moi, c'est Herman Niadjimi, enseignant de mathématiques. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur le cours de dénombrement qui concerne les élèves de classe de première C, D, E et même TI. Alors, le cours d'aujourd'hui vise à renforcer, à consolider les outils de dénombrement étudiés dans la leçon précédente. Donc, il sera question aujourd'hui, à travers des exercices, de mettre en évidence l'utilisation des outils de dénombrement et de vous amener à mieux les comprendre. Comme je l'ai dit, la fois passée, nous avons commencé par présenter les outils de dénombrement. Et on s'est dit qu'on pouvait utiliser 4 outils principaux. Par exemple, les PUplets, les arrangements, les permutations et même les combinaisons. Et on avait donné les situations qui nous permettaient d'utiliser les PUplets. Par exemple, quand les tirages étaient successifs et avaient remise. C'est-à-dire qu'après avoir tiré un élément, il pouvait encore être tiré. Nous avons présenté les outils tels que l'arrangement, qui étaient des PUplets particuliers, c'est-à-dire des PUplets dans lesquels les éléments étaient tous distincts. Et on avait présenté les permutations également, qui étaient des arrangements particuliers, des arrangements dans lesquels tous les éléments étaient prélevés l'un après l'autre et n'étaient plus remis une fois prélevés dans l'ensemble. Nous avons également présenté les situations de combinaison, où ici, on prélevait les éléments simultanément. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ordre et les éléments étaient pris tous à la fois. Et on a énoncé quelques propriétés qui nous amenaient à faire des calculs sur les combinaisons facilement. L'utilité des combinaisons, par exemple, dans le triangle de Pascal et le développement des puissances. Et aujourd'hui, nous allons donc, à travers quelques exercices, mettre en évidence cette utilisation. Voir comment est-ce que concrètement on peut les utiliser pour résoudre des problèmes. Alors, chers élèves, je vous demande d'être attentifs. Je commencerai par lire d'abord les exercices proposés. Alors, exercice 1. Dans la vitrine d'une bijouterie sont exposés 2 bracelets en or, 3 bracelets en argent et 5 bracelets en bronze. Au cours d'une nuit, un voleur a cassé la vitrine, mais surpris, il s'est échappé en emportant 3 bracelets attrapés au hasard. Première question. Quel est le nombre total de façons pour le voleur d'attraper ces 3 bracelets? Point d'interrogation. Deuxième question. Quel est le nombre de façons pour le voleur d'attraper ces 3 bracelets, sachant que, petit a, il a emporté un bracelet de chaque type. Petit b, il a emporté tous les bracelets en or. Petit c, il a emporté 3 bracelets de même nature. Et petit d, il a emporté au moins un bracelet en or. Alors, chacun, après avoir lu cet exercice, comprend la situation de vie. C'est un bandit qui a cassé dans une vitrine et voulant ramasser les bracelets en or, étant surpris, se précipite. Il prend donc les bracelets. Il n'a même pas pris tous les bracelets, mais il prend quelques bracelets et s'enfuit. Les bracelets sont donc pris au hasard. Alors, on voudrait évaluer certains événements et voir le nombre d'outils qu'on peut obtenir. Ça, c'est l'exercice 1. Je vais passer à l'exercice 2, chers élèves. Soyez attentifs.
Un clavier à 8 touches permet de composer le code d'entrée d'un immeuble à l'aide d'une lettre suivie d'un nombre de 3 chiffres distincts ou non. Les touches du clavier sont des éléments de la liste E. Grand A, grand B, grand C. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, première question. Combien de codes différents peut-on former? Deuxième question. Combien y a-t-il de codes sans le chiffre 1? Point d'interrogation. Troisième question. Combien y a-t-il de codes comportant au moins une fois le chiffre 1? Quatrième question. Combien y a-t-il de codes comportant des chiffres 2 à 2 distincts? Point d'interrogation. Question 5. Combien y a-t-il de codes commençant par la lettre B et comportant au moins 2 chiffres identiques? Point d'interrogation. Voilà la situation à laquelle nous allons nous appesantir et résoudre. Exercice 3. Christian et Claude font partie d'un club de 12 personnes. On doit former un groupe constitué de 5 d'entre elles pour représenter le club à un spectacle. Première question. Combien de groupes de 5 personnes peut-on constituer? Point d'interrogation. Deuxième question. Combien de ces groupes peut figurer Christian? Point d'interrogation. Troisième question. Christian et Claude ne pouvant se supporter, combien de groupes de 5 personnes peut-on constituer de telle façon que Christian et Claude ne se retrouvent pas ensemble? Point d'interrogation. Donc ça, c'est l'exercice 3. Exercice 4. À l'occasion de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football, l'usine des brasseries du Cameroun voudrait organiser un jeu concours. Ce jeu consiste à mettre sur le marché des bouteilles gagnantes. Pour cela, il faut imprimer sur un certain nombre de capsules un nombre de 5 chiffres choisis parmi ceux de la liste E, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Première question, déterminer le nombre de capsules à imprimer. Deuxième question, déterminer le nombre de capsules à imprimer dont le nombre inscrit petit a contient des chiffres tous distincts. Petit b, combien de chiffres tous distincts contiennent des chiffres tous distincts d'entre eux, dont un entre eux est pair. Je relis. Contient des chiffres tous distincts dont un d'entre eux est pair. Troisième question. Toute capsule portant un nombre se terminant par 7 gagne un écran de télévision. Celle dont le nombre inscrit commence par 765 gagne un véhicule Toyota. Question. Combien l'usine doit-elle prévoir d'écrans de télévision? Point d'interrogation. De véhicules? Point d'interrogation. Alors dans cet exercice, il est question pour l'usine des brasseries de savoir le nombre de capsules gagnantes qu'elle doit prévoir. Alors vous chers élèves, pouvez faire un stage de vacances aux brasseries du Cameroun et apporter votre expertise dans la résolution de ce problème. Vous voyez que les brasseries veulent profiter de la Coupe d'Afrique des Nations pour faire gagner un certain nombre de Camerounais. Mais ils doivent aussi évaluer le coût de leurs dépenses. Parce qu'ils ne doivent pas seulement produire des écrans de télévision, mettre à disposition des consommateurs des écrans de télévision, ou mettre à disposition des consommateurs, par exemple, des ordinateurs, sans avoir une idée du coût. Et pour avoir une idée sur le coût, il faut connaître le nombre d'écrans disponibles ou le nombre de véhicules disponibles, multiplié par l'unité pour avoir le coût de la dépense. Donc,
même si vous passez au bracelet du Cameroun, faire un stade de vacances, il est fort probable que vous soyez confronté à une situation comme ça et que vous utilisez donc vos ressources sur le dénombrement pour pouvoir aider les bracelets du Cameroun à évaluer. Là, on dit que vous êtes compétent et c'est le but de l'APC en classe de première. Alors, chers élèves, sans plus tarder, nous allons nous lancer à la résolution de ces exercices qui nous donneront davantage d'outils et nous permettront de fixer ces outils de dénombrement dont nous avons parlé depuis le cours passé. Alors, correction de la fiche ou des exercices. Nous allons commencer par la correction de l'exercice 1. Chers élèves, soyez attentifs. Alors, dans cet exercice, on peut considérer la vitrine comme un ensemble E. Alors, dans la vitrine, il y avait 2 bracelets en or, 3 bracelets en argent et 5 bracelets en bronze. Ça veut donc dire que la vitrine en question peut être considérée comme un ensemble qui contient des éléments. Alors, on considère que notre vitrine, c'est l'ensemble E. Elle contient donc combien d'éléments? Elle contient 2 bracelets en or, 3 bracelets en argent et 5 bracelets en bronze. Ça veut dire que cette vitrine contient 10 éléments. Donc, on peut considérer que notre vitrine, c'est l'ensemble E et que les bracelets sont les éléments de la vitrine. Alors, les éléments seront donc au nombre de 10. Et le voleur surpris prend 3 bracelets au hasard et s'enfuit. Logiquement, il ne peut pas les avoir pris l'un après l'autre parce qu'il n'avait pas assez de temps. Il a donc pris les bracelets au même moment, simultanément. Voilà comment l'élève doit lire l'exercice et choisir l'outil approprié pour dénombrer. Le voleur surpris prend donc les bracelets simultanément. Ça veut donc dire que nous devons nous mettre dans la tête que l'outil principal ici à utiliser dans cet exercice, c'est les combinaisons. Parce qu'on s'est dit dans la leçon précédente que lorsque les tirages sont simultanés, alors l'outil approprié pour résoudre les problèmes de comptage ou de dénombrement, ce sont les combinaisons. Alors, je continue. Ainsi, le cardinal de E est 10, on l'a dit, ça dit E a 10 éléments. Le voleur étant surpris emporte donc simultanément 3 bracelets de la vitrine, c'est-à-dire fabrique un sous-ensemble de E à 3 éléments. Clairement, l'outil de dénombrement à utiliser, c'est la combinaison. Alors, la première question, je remonte donc dans l'exercice. Remontons lire la première question de l'exercice. Quel est le nombre total de façons pour le voleur d'attraper ces 3 bracelets? Nous demandons donc encore attraper 3 bracelets simultanément. C'est encore fabriquer les sous-ensembles de E à 3 éléments. Combien y a-t-il donc de sous-ensembles de E à 3 éléments? C'est la question qu'on peut se poser. Donc, le nombre de façons pour le voleur à attraper les 3 bracelets, c'est encore le nombre de sous-ensembles que l'on peut former avec les éléments de l'ensemble qu'on a appelé vitrine. Clairement, le nombre de sous-ensembles, si on se réfère au cours, c'est donc combinaison de 3 dans 10. C'est-à-dire 120. Ça veut dire que pour le voleur, il avait 120 façons de prendre 3 bracelets au hasard, simultanément. Et ce qui nous a permis de trouver ce nombre, c'est l'outil de dénombrement, c'est-à-dire les combinaisons. Alors, deuxième question, si nous réalisons la deuxième question. Quel est le nombre de façons pour le voleur d'attraper ces 3 bracelets, sachant que, petit a, il a emporté un bracelet de chaque type? Alors, si dans la précipitation, le voleur a emporté un bracelet de chaque type, ça veut donc dire qu'il a emporté, comme il a emporté 3 bracelets, ça veut dire qu'il a donc emporté un bracelet en or, il a emporté un bracelet en argent, il a emporté un bracelet en bronze. Mais emporter un bracelet en or, c'est choisir un bracelet parmi les 2 bracelets en or. Emporter un bracelet en argent, c'est choisir un bracelet parmi les 3 bracelets en argent. Emporter un bracelet en bronze, c'est choisir un bracelet parmi les 5 bracelets en bronze. Comme il a choisi un bracelet en or, et il a choisi un bracelet en argent, et il a choisi un bracelet en bronze,
le nombre donc de façons pour le voleur d'emporter les 3 bracelets, sachant que on a les bracelets de chaque type, c'est donc combinaison de 1 dans 2. Pour dire choisir un bracelet en or parmi les 2 bracelets en or, fois combinaison de 1 dans 3. C'est-à-dire choisir un bracelet en argent parmi les 3 bracelets en argent, fois combinaison de 1 dans 5. C'est-à-dire choisir un bracelet en bronze parmi les 5 bracelets en bronze. Et le fois, c'est parce qu'il a choisi un bracelet en or et il a choisi un bracelet en argent et il a choisi un bracelet en bronze. Voilà pourquoi on utilise le fois. Alors vous, les élèves, vous avez l'habitude de confondre le fois et le plus. Donc ici, c'est parce que c'est et que nous utilisons fois. Donc la réponse est donc combinaison de 1 dans 2, fois combinaison de 1 dans 3, fois combinaison de 1 dans 5. Ce qui nous donne 30 façons pour le voleur d'emporter 3 bracelets de chaque type. Alors, le deuxième volet du 2, on nous dit quel est le nombre de façons pour le voleur d'attraper ces 3 bracelets, sachant qu'il a emporté tous les bracelets en or. Ici, nous sommes dans une situation que nous savons déjà dans la situation que le voleur a emporté tous les bracelets en or. Or, les bracelets en or sont au nombre de 2. Et on sait qu'il a emporté 3 bracelets. Ça veut dire que s'il a emporté 2 bracelets en or, c'est qu'il a encore emporté un autre bracelet parmi les restes des bracelets. Or, si je sépare les bracelets en or, qui sont au nombre de 2, il en reste dans l'ensemble 8 autres bracelets. Ça veut dire que le voleur, ayant emporté les 2 bracelets en or, a encore choisi au hasard un bracelet parmi les 8 qui restaient. Donc, ça veut dire qu'il a choisi les 2 bracelets en or et choisi un bracelet parmi les 8 qui en restent. Ce qui fait que le nombre de façons pour le voleur d'emporter donc les 3 bracelets, sachant qu'il a emporté les 2 bracelets en or, est, comme nous l'avons dit, combinaison de 2 dans 2 fois combinaison de 1 dans 8, c'est-à-dire choisir 2 bracelets parmi les 2 bracelets en or et choisir un bracelet parmi les 8 autres bracelets, ce qui nous donne donc 8. Donc, le nombre de façons pour le voleur d'emporter les 3 bracelets, sachant qu'il a emporté les 2 bracelets en or, est donc 8 façons. Alors, le troisième volet de la question 2. Quel est le nombre de façons pour le voleur d'attraper ces 3 bracelets, sachant qu'il a emporté 3 bracelets de même nature? Donc, on sait qu'il est parti avec 3 bracelets de même nature. N'oublions pas que dans la vitrine, il y avait 2 bracelets en or, 3 bracelets en argent et 5 bracelets en bronze. S'il a donc emporté les 3 bracelets de même nature, ces bracelets ne peuvent pas être en or. Parce que nous savons que le voleur a emporté 3 bracelets. Et si nous disons que les 3 bracelets sont de même nature, ils ne peuvent donc pas être en or. Ils doivent être en or parce qu'il n'y a que 2 bracelets en or dans la vitrine. Ça veut donc dire que si le voleur a emporté 3 bracelets de même nature, soit ce sont des bracelets en bronze, soit ce sont des bracelets en argent. On va donc écarter le fait que ce soit des bracelets en or. Ça veut donc dire que on va prendre le nombre de façons pour le voleur d'emporter les bracelets en bronze et on va additionner au nombre de façons pour le voleur d'emporter les bracelets en argent. Alors, ce qui nous donne dans la résolution, donc, combinaison de 3 dans 3. C'est-à-dire, choisir 3 bracelets en argent parmi les 3. Il n'y a qu'une seule façon de le faire. Plus, puisqu'on a dit qu'on va additionner les 2 cas. Combinaison de 3 dans 5. C'est-à-dire, choisir 3 bracelets de bronze parmi les bracelets en bronze. Ce qui nous donne donc 11. Vous voyez que la possibilité selon laquelle le voleur puisse se retrouver avec un bracelet en or est impossible, puisqu'au départ, il n'avait que 2 bracelets, il n'y avait que 2 bracelets en or dans la vitrine. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il a emporté 3 bracelets de même nature. Ces bracelets ne sauraient donc être en or. Voilà pourquoi le cas d'être bracelet en or est écarté. Donc, soit il a choisi les 3 bracelets parmi les 3 bracelets en bronze, soit il a choisi 3 bracelets parmi les 5 bracelets soit il a choisi 3 bracelets parmi les 3 en argent, soit il a choisi 3 bracelets parmi les 5 en bronze. Alors, toujours dans le volet de la deuxième question. Alors, quel est le nombre de façons pour le voleur d'attraper ces 3 bracelets, sachant qu'il a emporté au moins un bracelet en or? Alors,
le voleur, ce qu'on sait du voleur, c'est qu'il a déjà emporté 3 bracelets. Pour qu'il puisse avoir emporté au moins un bracelet en or, il faut que dans la main du voleur, on trouve un bracelet, soit un bracelet en or exactement, soit 2 bracelets en or. On n'a que les 2 cas. Emporter au moins un bracelet en or, c'est emporter soit un bracelet en or exactement, soit 2 bracelets en or exactement. Alors, ça veut donc dire qu'ici, nous sommes dans 2 situations. La première situation, c'est les sous-ensembles de E qui contiennent un bracelet en or. Et les sous-ensembles de E qui contiennent 2 bracelets en or. Tout cela forme des sous-ensembles de E qui contiennent au moins un bracelet en or. Ça veut donc dire que choisir un bracelet en or, c'est aller parmi les 2 bracelets en or et en prendre un. Et comme on sait qu'il a emporté 3 bracelets, il va donc prendre au hasard 2 autres dans le reste. Et nous avons dit que si nous mettons les bracelets en or d'un côté, il en reste 8. Ça veut dire que pour le voleur, choisir un bracelet en or parmi les 2 bracelets en or, il faut aussi qu'il choisisse 2 bracelets parmi les 8 restants. Ça veut dire que le nombre de façons pour le voleur d'avoir emporté exactement un bracelet en or, c'est qu'il ait choisi ce bracelet parmi les 2 bracelets en or et choisi les 2 autres parmi les 8 restants. Ou bien, c'est-à-dire le deuxième cas, qu'il ait emporté 2 bracelets en or. Ça veut dire qu'il a choisi les 2 bracelets en or parmi les 2 bracelets en or et choisi le dernier bracelet parmi les 8 restants. Ce qui nous donne donc dans la résolution, combinaison de 1 dans 2 fois combinaison de 2 dans 8 plus combinaison de 2 dans 2 fois combinaison de 1 dans 8. Mais il est aussi à noter que on pouvait passer par l'événement contraire. Le voleur a emporté au moins un bracelet en or. L'événement contraire, c'est le voleur n'a emporté aucun bracelet en or. Donc, si nous venons dans toutes les possibilités pour le voleur d'emporter 3 bracelets au hasard, nous enlevons les possibilités pour le voleur de n'emporter aucun bracelet en or. Clairement, il ne reste que les possibilités pour le voleur d'emporter au moins un bracelet en or. Voilà pourquoi il y a 2 possibilités de réponse. Soit je prends tous les cas possibles, c'est-à-dire combinaison de 3 dans 12. J'enlève les cas où le voleur n'emporte aucun bracelet en or, c'est-à-dire combinaison de 3 dans 8. Ça fait donc combinaison de 3 dans 10 moins combinaison de 3 dans 8, qui est la même chose que combinaison de 1 dans 2 fois combinaison de 2 dans 8, plus combinaison de 2 dans 2 fois combinaison de 1 dans 8. Ça donne le même résultat. Donc, avec le raisonnement, on obtient le même résultat, 64. Alors, chers élèves, vous voyez ici comment on a pu partitionner. On a pu partitionner les sous-ensembles de E, de manière à pouvoir faire des choix ou des sélections facilement. Et sans oublier que l'outil qui nous a permis de répondre ou de résoudre ce problème, ce sont les combinaisons, tout simplement parce que, après avoir lu cet exercice, nous avons réalisé que les tirages dans cet exercice étaient effectués simultanément. Vous voyez que l'exercice n'a pas dit que les tirages sont simultanés, mais la situation de l'exercice nous a amené à comprendre que les tirages sont obligés d'être simultanés. Voilà pourquoi le voleur pressé ne peut pas se mettre là à prendre les bracelets l'un après l'autre. Il va ramasser seulement les 3 simultanément et s'enfuir. Voilà ce qui nous a amené à comprendre que cet exercice pouvait se résoudre avec l'outil des dénombrements appelés combinaisons. Alors, chers élèves, lançons-nous dans le deuxième exercice sans plus tarder. Alors, dans le deuxième exercice, si nous remontons un peu, on voit que un clavier à 8 touches permet de composer le code d'entrée d'un immeuble à l'aide d'une lettre suivie d'un nombre de 3 chiffres, distincts ou non. Les touches du clavier sont des éléments de la liste E. Alors, identifions les éléments de la liste E et nous allons comprendre que la liste E contient à la fois des voyelles ou des lettres et des chiffres.
je vous laisse le temps, chers élèves, de bien regarder les éléments de la liste E et je vous retrouve dans un instant. Merci. Cette émission est un programme d'enseignement destiné aux jeunes scolarisés. Pour leur permettre d'en profiter pleinement, chers parents, merci de tenir éloigné des éléments de distraction, téléphone, télécommande et autres. Il est également recommandé de mettre l'élève dans des conditions propices à l'apprentissage. Avoir un cahier et un crayon à billes à portée de main serait bénéfique. Dans la mesure du possible, la surveillance parentale ou d'un tuteur peut s'avérer nécessaire. Très bien. J'espère que chaque élève a pu identifier tous les éléments de la liste E. Alors, si nous regardons avec attention, nous voyons que dans la liste E, il y a 3 lettres. Et il y a 6 chiffres. Et chaque lettre constitue une des touches du clavier. Et on dit que pour faire un code, il faut appuyer sur une lettre et suivi d'un nombre de 3 chiffres distincts ou non. Ça veut donc dire que les chiffres peuvent même se répéter, il n'y a pas de problème. Donc, une touche, un code sera donc une lettre suivie d'un nombre de, on a dit suivi d'un nombre de 3 chiffres distincts ou non. Alors, ça veut donc dire que nous pouvons utiliser les cases. Nous pouvons donc utiliser les cases comme dans le cours précédent, pour illustrer cette situation. Alors, je lis. Dans cet exercice, il faut savoir qu'un code est une liste d'éléments de E, soit tous distincts ou soit non. Ça veut donc dire que pour faire un code, un code, c'est donc une P-liste d'éléments de E, avec P ici égale à 4. Sauf que pour les lettres, c'est une seule lettre, et pour les chiffres, c'est 3 chiffres. Mais les chiffres peuvent se répéter. Ça veut dire que si je lis la première question, chers élèves. Première question. On nous dit combien de codes différents peut-on former? Point d'interrogation. Combien de codes différents peut-on former? Point d'interrogation. Alors, nous savons que pour la première case, on a 3 possibilités. Ça dit qu'il faut choisir une lettre parmi les 3 lettres disponibles. Alors, comme il y a ordre, parce qu'après cette lettre, il y aura le premier chiffre du code. Après, il y aura le second chiffre du code. Après, il y aura le troisième chiffre du code. Ce qui nous renvoie à la notion de PUPLE, évidemment. Puisqu'on a dit que les chiffres peuvent être distincts ou non. Ça veut dire qu'ici, nous avons des listes d'éléments 2 à 2, d'éléments de E, distincts ou non. C'est donc les PUPLE. Voilà pourquoi le nombre de codes possibles, c'est donc arrangement de 1 dans 3 pour la lettre et 6 exposant 3 pour les chiffres. Parce que pour la première case du chiffre, on a 6 possibilités. Pour la deuxième case du chiffre, on a encore 6 possibilités. Pour la troisième case du chiffre, on a encore 6 possibilités. Ce qui nous donne donc arrangement de 1 dans 3 fois 6 au cube. Ça va nous donner donc 3 fois 6 fois 6, c'est-à-dire 648 codes possibles. Deuxième question. On nous dit, combien y a-t-il de codes sans le chiffre 1? Voilà. Ça veut donc dire que pour qu'on soit sûr de faire un code sans le chiffre 1, il faut verrouiller la touche 1. Ça veut donc dire que quand il met la lettre et qu'il veut mettre le chiffre, il n'a plus 6 possibilités. Puisque s'il appuie sur 1, ça ne va pas donner. Donc, il aura plutôt cette fois-ci 5 possibilités. Pour la deuxième case, 5 possibilités encore. Pour la troisième case, 5 possibilités. Ce qui nous donne donc arrangement de 1 dans 3 pour la lettre, fois 5 au cube pour les chiffres. Donc, on obtient donc arrangement de 1 dans 3 fois 5 au cube, c'est-à-dire 3 fois 5 fois 5 fois 5, c'est-à-dire 375 codes. Alors, vous voyez qu'ici, pour inscrire le code, on tape sur les touches du clavier l'une après l'autre. C'est comme si on prélevait les éléments de E successivement, mais avec remise. Sauf que ce qui concerne les lettres n'a rien à voir avec ce qui concerne les chiffres.
Une fois qu'on a appuyé sur la lettre, ça va. C'est des chiffres qui peuvent revenir encore après être prélevés. Alors, ce qui nous donne donc la notion de PUPLE. Ce qui nous renvoie à la notion de PUPLE, s'il vous plaît. Alors, sans tarder, on va passer à la troisième question. Combien y a-t-il de codes comportant au moins une fois le chiffre 1? Alors, nous avons tous les codes possibles. Nous avons les codes sans le chiffre 1. Logiquement, si nous allons dans tous les codes possibles, nous enlevons les codes sans le chiffre 1, clairement, il nous reste les codes comportant au moins une fois le chiffre 1. Voilà pourquoi le nombre de codes comportant au moins une fois le chiffre 1 est, on va prendre donc 648 qui sont tous les codes possibles et moins 375 qui est le nombre de codes comportant le chiffre 1. Voilà, ce qui nous donne donc 648 moins 375, ça donne 273. Donc le nombre de codes comportant au moins une fois le chiffre 1 a été trouvé en prenant tous les codes possibles, en enlevant les codes sans le chiffre 1. Voilà pourquoi il faut raisonner, chers élèves. Et c'est ça le but du dénombrement, amener donc l'élève de première à avoir un esprit ouvert, à comprendre les situations, à réaliser les situations, à traduire en langage mathématique et à interpréter. C'est ça le but de la mathématique. Alors, autre question. Combien y a-t-il de codes comportant des chiffres 2 à 2 distincts? Alors, nous souhaitons que les chiffres du code soient maintenant 2 à 2 distincts. Ça veut dire qu'on fabrique maintenant une P-liste, mais une P-liste d'éléments de E particulière, dans laquelle les chiffres, une fois être prélevés, ne reviennent plus. Ça veut dire qu'en ce qui concerne les chiffres, il y a des arrangements là-bas. Ce qui fait donc que pour la première case, si nous remplissons les cases, pour la première case réservée à la lettre, on a 3 possibilités. C'est encore arrangement de 1 dans 3. Pour la deuxième case réservée au premier chiffre, on aura 6 possibilités. Mais pour la troisième case réservée au deuxième chiffre, on aura plutôt 5 possibilités puisque les chiffres doivent plus être identiques. Et pour la quatrième case réservée au troisième chiffre, on aura donc 4 possibilités. Ce qui nous donne donc, pour nombre de codes, soit, on a dit, arrangement de 1 dans 3, ça c'est pour la lettre, et arrangement de 3 dans 6 pour les chiffres. Alors, ce qui se calcule, et on obtient 360. Alors, question suivante. Combien y a-t-il de codes commençant par la lettre B et comportant au moins 2 chiffres identiques? Point d'interrogation. Alors ici, on sait déjà que la lettre du code, c'est B. On va donc trier tous les codes qui commencent par B. Alors, parmi ces codes, il y a des codes qui commencent par B et former des chiffres non nécessairement distincts. Il y a des codes qui commencent par B et former des chiffres distincts. Alors, si on enlève au code commençant par B et former des chiffres non nécessairement distincts, les codes formés par B, les codes commençant par B et former des chiffres distincts, on obtient donc des codes commençant par B et former des chiffres d'au moins 2 chiffres identiques. Ce qui fait que l'outil ici, pour la lettre, nous avons pu à discuter. Il n'y a qu'une seule possibilité, c'est d'appuyer sur B. C'est-à-dire que c'est de prendre B. Maintenant, on va donc prendre tous les codes commençant par B et former des chiffres distincts ou non. Enlever les codes commençant par B et former des chiffres distincts. Là, on obtiendra des codes commençant par B et former des chiffres dans lesquels 2 au moins se sont identiques. Ce qui nous donne donc, en résolution, 6 au cube, c'est-à-dire les codes commençant par B et former des chiffres distincts ou non, moins arrangement de 3 dans 6. Ça donne donc 96 codes. Vous voyez ici que dans cet exercice, il faut bien comprendre et savoir partitionner. Alors, chers élèves, sans plus tarder, passons à la correction de l'exercice 3. Alors, on nous dit ici à l'exercice 3, Christian et Claude font partie d'un club de 12 personnes. Donc, ça veut dire que dans les 12 personnes, Christian et Claude sont comptés. On doit former un groupe constitué de 5 d'entre elles.
pour représenter un club à un spectacle. Première question, combien de groupes de 5 personnes peut-on former? Alors, nous savons que les groupes, c'est encore des sous-ensembles. Ça veut donc dire que nous disposons d'un ensemble à 12 éléments et nous allons constituer des sous-ensembles de cet ensemble contenant 5 éléments. Et quand nous constituons déjà des sous-ensembles, nous faisons appel aux combinaisons. Voilà pourquoi il est clair que constituer un groupe de 5 personnes choisies parmi 12, c'est fabriquer un sous-ensemble de 5 éléments d'un ensemble à 12 éléments. Clairement, le nombre de groupes de 5 personnes qu'on peut constituer est donc combinaison de 5 dans 12. Après calcul, on obtient 729. Alors, deuxième question, chers élèves, soyez attentifs. Deuxième question. Alors, combien de ces groupes peut figurer Christian? Mais pour que Christian fasse partie du groupe, avant de choisir qui que ce soit, il faut d'abord mettre Christian dans le groupe. Ça veut donc dire que le choix de Christian n'est plus à discuter. On prend Christian et on prend 4 autres personnes pour compléter la liste, pour en faire 5, parce que nous voulons former des groupes de 5 personnes pour représenter le club au spectacle. Et s'il faut que Christian soit là, il faut donc choisir Christian et choisir 4 autres personnes dans le groupe pour compléter la liste. Mais si nous avons choisi Christian, ça veut dire que dans le groupe, il reste 11 personnes. Et nous allons en choisir 4. Donc, logiquement, le nombre de groupes dans lesquels Christian figure, c'est donc combinaison de 4 dans 11, qui donne 330. Ça veut dire que pour que Christian y soit, il faut donc choisir 4 personnes et joindre à Christian pour en faire des groupes où Christian figure. Alors, troisième question. On nous dit ici, chers élèves, Christian et Claude ne pouvant se supporter, combien de groupes de 5 personnes peut-on constituer de telle façon que Christian et Claude ne se retrouvent pas ensemble? Alors, nous ne voulons pas que Christian et Claude soient ensemble. Comment est-ce que cela peut être possible? Premièrement, on va commencer d'abord par fabriquer des groupes contenant Christian sans que Claude ne soit. Voilà pourquoi on va commencer par dire Christian vient. Et pour que Claude ne soit pas là, on va dire Claude, mets-toi de côté. Et dans le groupe, il restera 10 personnes. Qu'est-ce qu'on fait? On choisit donc 4 personnes parmi ces 10 et on joint à Christian pour en faire des groupes où Christian figure sans que Claude ne soit là. Réciproquement ou de la même façon, on peut choisir Claude et on demande à Christian de se mettre de côté et on choisit 4 personnes dans 10 pour joindre à Claude, pour faire des groupes contenant Claude sans que Christian n'y soit. Ou bien, on peut tout simplement demander à Christian et Claude de se mettre de côté et choisir 5 personnes dans les 10 pour faire des groupes qui ne contiennent ni Christian ni Claude. Là, on est sûr qu'on a fait des groupes où il n'y a pas à la fois Christian et Claude. Ce qui nous donne donc, en dénombrement, ce qui va nous donner donc combinaison de 5 dans 10. C'est-à-dire, c'est des groupes ne contenant ni Christian ni Claude. Plus combinaison de 4 dans 10. C'est des groupes contenant Claude sans contenir Christian. Plus combinaison de 4 dans 10. C'est des groupes contenant Christian sans contenir Claude. Et en additionnant tous ces groupes, on a donc des groupes où ne figurent pas Christian et Claude à la fois. Ce qui nous donne donc combinaison de 5 dans 10, plus combinaison de 4 dans 10, plus combinaison de 4 dans 10. Le résultat nous donne donc 672 groupes. Donc on peut constituer 672 groupes sans que Christian et Claude ne soient ensemble. Alors vous voyez l'esprit de partition, chers élèves. C'est-à-dire il faut raisonner. Il faut pousser un peu loin la réflexion. C'est-à-dire, vous voyez comment on résout un problème. Christian et Claude ne peuvent se supporter. On peut donc fabriquer des groupes sans qu'ils ne puissent se rencontrer. Soit on prend Christian, on écarte Claude, et on choisit 4 autres personnes pour compléter le groupe. Soit on prend Claude, on écarte Christian, et on choisit 4 autres personnes pour compléter le groupe. Soit on les écarte les deux, et on choisit 5 personnes dans le reste pour faire les groupes. Là, on est sûr donc qu'on a constitué des groupes contenant, sans que Christian et Claude ne soient à l'intérieur à la fois. Alors, chers élèves, vous voyez ici comment est-ce qu'on peut lire un exercice de dénombrement, le situer
et pouvoir traduire mathématiquement et résoudre le problème. Alors, poursuivons notre travail, chers élèves, avec le 4e exercice proposé. Alors, ici, on nous dit, à l'occasion de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football, l'usine des brasseries du Cameroun voudrait organiser un jeu concours. Ce jeu consiste à mettre sur le marché des bouteilles gagnantes. Pour cela, il faut imprimer sur un certain nombre de capsules un nombre de 5 chiffres choisis parmi ceux de la liste E. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, nous voyons ici que la liste E contient 7 éléments. Et, alors, un élément de la liste E est une liste, mais une liste de 5 éléments. Alors, voilà pourquoi on dit un nombre de 5 chiffres à imprimer dans chaque capsule est une liste de 5 éléments de E, non nécessairement distincts, c'est-à-dire une 5 liste d'éléments de E, distincts ou non. Alors, ça veut dire que pour le premier élément, pour le premier chiffre à choisir, on a 7 possibilités. Pour le deuxième chiffre du nombre de 5 chiffres, on a encore 7 possibilités, puisque les chiffres peuvent se ressembler. Pour le troisième chiffre, on a encore 7 possibilités, ainsi de suite. Ça veut dire qu'on a donc 7 fois 7 fois 7 fois 7, 5 fois. On a donc une 5 liste d'éléments de E. Et comme E a 7 éléments, le nombre de 5 listes d'éléments de E qu'on peut constituer, c'est donc 7 à la puissance 5. Les PUplay, mes chers amis, les PUplay. Alors, ce qui nous donne donc le nombre de capsules à imprimer, c'est donc 7 à la puissance 5, qui donne 16 807 capsules gagnantes. Donc, les brasseries du Cameroun doivent mettre sur pied 16 807 capsules gagnantes dans leur logique. Alors, deuxième question. On nous dit déterminer le nombre de capsules à imprimer dont le nombre inscrit contient des chiffres tous distincts. Alors, si le nombre inscrit contient des chiffres tous distincts, il est clair que nous avons une 5 liste d'éléments de E, mais une de distincts. On ne peut plus penser au PUplay, on est obligé de penser aux arrangements. Et clairement, le nombre de capsules contenant un nombre de 5 chiffres tous distincts, c'est donc arrangement de 5 dans 7, sans hésiter. Ça fait donc arrangement de 5 dans 7, c'est-à-dire 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3. Ça donne donc 2520 capsules. Ça fait 2520 capsules. Alors, chers élèves, passons au deuxième volet. Déterminer le nombre de capsules à imprimer dont le nombre inscrit contient des chiffres tous distincts, dont un d'entre eux est pair. Il contient des chiffres distincts dont l'un entre eux est pair. Mais dans la liste des éléments de E, on n'a pas dit lequel des chiffres est pair. On n'a pas dit lequel des chiffres pairs on doit choisir. Mais quand nous regardons la liste des éléments de E, on voit donc qu'il y a 2. On voit qu'il y a 2, qu'il y a 4 et qu'il y a 6. Les 3 chiffres pairs. Mais on veut seulement que les chiffres soient distincts et que l'un d'entre eux soit pair. Mais on n'a pas dit lequel doit être dans la liste. Ça veut donc dire que nous allons d'abord choisir un chiffre pair parmi les 3 chiffres de la liste E. Normalement, il y a 3 façons de le faire. Une fois choisi, on n'a pas aussi donné la position que va occuper le chiffre pair dans le nombre. Et le chiffre pair peut occuper la première position, il peut occuper la deuxième position, il peut occuper la troisième position, il peut occuper la quatrième position, il peut occuper la 5e position, puisque ici les chiffres sont prélevés successivement. Ça veut dire qu'il y a un premier chiffre prélevé, un second chiffre prélevé, un troisième chiffre prélevé, un quatrième chiffre prélevé et même un 5e. Ça veut donc dire que, comme nous ne connaissons pas la position qu'occupe le chiffre pair, on le choisit, 3 possibilités. On aligne ces positions, 5 possibilités.
Et on va choisir donc les autres parmi les impairs, puisqu'on ne veut qu'un seul chiffre pair. S'il y a 3 chiffres pairs, c'est qu'il y a 4 chiffres impairs. Ça va faire donc, pour la première case du chiffre impair, on aura donc 4 possibilités. Pour la deuxième case, on aura 3 possibilités. Pour la troisième case, on aura donc 2 possibilités. Parce que si le nombre doit être fort, si c'est un nombre de 5 chiffres et que le chiffre pair occupe bien une position, ça veut dire qu'il n'y a que 4 positions disponibles pour les restes. Alors, ce qui va nous donner donc la formule suivante, 3, qui est le nombre de façons de choisir le chiffre pair, fois 4, qui est la position, le nombre de façons de choisir le chiffre impair. Le premier chiffre impair, fois 3, qui est le nombre de façons de choisir le deuxième chiffre impair, fois 2, qui est le nombre de façons de choisir le troisième chiffre impair, fois 1, qui est le nombre de façons de choisir le quatrième chiffre impair, et maintenant fois 5, qui est le nombre de positions que peut occuper le chiffre pair parmi les 5. Ça nous donne donc exactement 3 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 fois 5, ce qui est égal à 360. Vous voyez qu'avec les cases, quand on utilise les cases, c'est très facile parce qu'on se dit seulement, voilà notre case qui a 5 chiffres. Voilà les 5 cases qui représentent les 5 chiffres du nombre. Nous allons d'abord aller parmi les chiffres pairs, choisir un. On aura 3 possibilités. Nous allons l'aligner. On a 5 façons de l'aligner. Et les autres vides, nous allons les compléter par les chiffres impairs. Pour le premier chiffre impair, on aura 4 possibilités, puisqu'il va en rester 4. On aura 3, ainsi de suite, 2 et 1. C'est ça qui nous donne la formule très longue, que nous pouvons aussi retrouver autrement. Par exemple, on peut prendre arrangement de 1 dans 3, fois arrangement, par exemple, de 4 dans 4, fois le nombre d'anagrammes, c'est-à-dire fois factoriel, ou bien fois combinaison, si on veut, de 1 dans 4. Ça donne le nombre d'anagrammes, qui est encore le nombre de façons d'aligner le chiffre pair dans le nombre. Alors, remontons donc ici pour lire la troisième question. Alors, troisième question. Toute capsule portant un nombre se terminant par 7 gagne un écran de télévision. Celle dont le nombre inscrit commence par 765 gagne un véhicule Toyota. Donc, on peut même supprimer un biais, un véhicule Toyota. La question est de savoir combien l'usine doit-elle prévoir d'écrans de télévision? Point d'interrogation. Combien l'usine doit-elle prévoir de véhicules? Point d'interrogation. Alors, nous voulons savoir le nombre de capsules qui pourront offrir aux consommateurs un écran de télévision. Le nombre de capsules qui pourront offrir aux consommateurs un véhicule. Alors, mais quelle est la condition pour que la capsule gagne un écran de télévision? On a dit qu'il faut que le nombre se termine par 7. Dès que le nombre de 5 chiffres se termine par 7, c'est terminé, la capsule gagne un écran de télévision. Pour que ça se réalise, les chiffres ne sont pas obligés d'être distincts. Ça veut donc dire que ce nombre de 5 chiffres, la dernière case n'a qu'une seule possibilité. Il faut que là-bas, ce soit 7. Donc, pour la dernière case, il n'y a qu'une seule possibilité. Alors que, pour les autres cases, il y a 7 possibilités, puisque les chiffres peuvent même se ressembler. Donc, pour la première case, on aura 7 possibilités. Pour la deuxième case, on aura 7 possibilités. Pour la troisième case, on aura 7 possibilités. Pour la quatrième case, on aura également 7 possibilités. Mais pour la dernière case, on aura une seule possibilité. Ce qui nous donne en fait 7 fois 7 fois 7 fois 7 fois 1, c'est-à-dire 7 à la puissance 4. Et quand nous calculons 7 à la puissance 4, on trouve bel et bien 2401. Donc, l'usine des brasseries du Cameroun doivent prévoir 2401 écrans de télévision pour leurs consommateurs. Alors, maintenant, pour les véhicules, il est dit que pour que le consommateur gagne le véhicule, il faut que le nombre sur sa capsule commence par 765. Et comme c'est un nombre de 5 chiffres, il est clair que les 3 premiers chiffres, pour les 3 premiers chiffres, c'est indiscutable. Il faut que pour le premier chiffre, ce soit 7,
pour le deuxième chiffre, ce soit 6, pour le troisième chiffre, ce soit 5, et qu'il puisse choisir ailleurs. Donc, une possibilité pour la première case, une possibilité encore pour la deuxième case, une autre possibilité pour la troisième case, mais pour les deux autres cases, 7, 7. Parce que les chiffres même peuvent se ressembler, ça ne gêne pas. Alors, ça veut donc dire qu'on aura donc une possibilité fois une possibilité fois une possibilité fois 7 possibilités et fois 7. Ce qui nous donne en tout 1 fois 1 fois 1 fois 7 fois 7. C'est-à-dire 7 au carré, c'est-à-dire 49. Ça veut dire que l'usine des brasseries du Cameroun doit prévoir 49 véhicules Toyota. Vous voyez que, chers amis, je vous le disais, imaginez que vous étiez en stage de vacances au brasserie du Cameroun, vous, élèves, parce que pendant les vacances, beaucoup d'entre vous font des stages de vacances dans des entreprises. Et s'il arrive que on soit confronté à une situation comme ça, où par exemple, un chef voudrait avoir une idée sur le nombre de véhicules, ou bien sur le nombre de téléviseurs à prévoir, vous voyez que vous pouvez gagner seulement votre travail en l'aidant à résoudre ce problème. Là, vous avez mobilisé les ressources dans le dénombrement pour être utile dans la vie. Et c'est ça le rôle de l'APC, vous rendre compétent. Alors, chers élèves, je vous invite donc à refaire tout ce que nous avons fait, à bien lire ce cours sur le dénombrement, non seulement pour préparer votre probatoire, mais aussi pour préparer la classe de terminale, parce que l'école n'est pas finie. Alors, pour ce, je vous dis merci de m'avoir écouté. Merci.